Alors bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du contrôle des coûts de votre régime d'assurance collective. Alors aujourd'hui, on va regarder le contrôle des coûts de votre régime d'avantages sociaux, que ce soit un régime d'assurance collective ou un régime auto-assuré. Puis on va regarder ça sous deux axes. Le premier axe, ça va être l'axe qu'on va appeler l'axe des risques. Et le deuxième axe, ça va être l'axe des actions. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les actions que nous allons prendre par rapport aux risques et ce qui va nous permettre de contrôler les coûts de notre régime. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier axe, qui est l'axe du risque. Et on va commencer par se poser la question de savoir c'est quoi le risque qu'on veut protéger. Donc, dans ce cas-ci, ce serait la maladie. Un employé est malade, donc tombe invalide, ne peut plus travailler. Son risque à lui, c'est qu'il ne peut plus gagner sa vie ou il doit payer des factures pour retrouver la santé. Pour l'employeur, c'est l'absentéisme, le présentéisme qui va représenter les coûts. Donc, ça, c'est le risque. On va aller avec les médicaments. Les médicaments, ça coûte de l'argent. Donc, la personne qui est malade réclame, il y a des médicaments. Si c'est une maladie qui est chronique, ça va être des médicaments pour le long de sa vie. Alors, la question, c'est qui va payer tout ça? La première réponse qui vient en tête, c'est l'assurance. Quand on fait un régime qui est pleinement assuré, on va dire, on va prendre 100% du risque, puis on va l'envoyer vers l'assureur. Donc, l'assureur prend 100% du risque. En contrepartie de ce risque-là, lui va charger une prime au preneur du régime. Donc, c'est notre régime d'assurance collective standard. Donc, ça, c'est ce qu'on voit la plupart du temps sur le marché. À l'opposé de l'assurance, on va avoir l'auto-assurance. L'auto-assurance, c'est différent de l'autogestion. Et qu'est-ce que c'est l'auto-assurance? Le preneur du régime va être l'assureur. Donc, c'est lui qui va payer les réclamations. Il ne paiera plus de primes, il va payer les réclamations de ses employés. Donc, c'est notre régime d'avantages sociaux non assurés. Et on va généralement être offert ça à travers un régime de services administratifs seulement ou avec un tiers payeur, tiers administrateur ou une fiducie de soins de santé au bénéfice des employés. Donc, ça, c'est des options qui existent. Chose intéressante lorsqu'on parle d'auto-assurance, c'est qu'on ne sera jamais à 100% en auto-assurance. Donc ça n'arrivera pas. L'employeur ne le sera pas. Et pour comprendre ça, on va regarder très rapidement les régimes d'assurance collective. Alors, qu'est-ce qu'on couvre en assurance collective? On va avoir l'assurance vie, on va avoir la mort, mutilation accidentelle, on va avoir l'assurance vie des personnes à charge, on va avoir l'assurance maladie grave, on va avoir l'invalidité de courte durée, de longue durée, on va avoir les garanties santé et les garanties dentaires. Donc, ça, c'est les choses qui vont être couvertes par notre régime collectif. Souvent, en auto-assurance, on ne va pas venir couvrir la vie des employés ou de ces personnes à charge. Donc, ce serait trop cher pour l'employeur de payer 1 ou 2 fois le salaire de sa poche. Donc, ce ne sera pas des garanties qu'il va couvrir. Donc, lui, ce qu'on va aller chercher, ça va être les choses qui sont plus les garanties d'échange d'argent, où est-ce que les réclamations sont moins élevées, comme par exemple en santé. Et encore là, en santé, on ne sera pas 100% en auto-assurance. Ce qui va arriver, c'est qu'on va se protéger contre les réclamations onéreuses. On doit couvrir ce que la RAMQ couvre. Et la RAMQ peut couvrir des médicaments qui sont assez chers. Donc, l'employeur, pour se protéger, parce qu'il n'a pas le droit de refuser de payer la facture, il va acheter ce qu'on appelle un stop-loss. Et ça va permettre un arrêt en accident de perte pour la santé. Donc, on ne sera jamais en auto-assurance à 100%. Le dentaire aussi, c'est une autre protection qui peut être ajoutée en auto-assurance, donc il n'y a pas de problème là. Et ça, c'est très commun. Et l'employeur choisit tout simplement le montant. Court terme, on peut parfois voir le court terme sur l'auto-assurance, mais on verra très rarement le long terme. Pourquoi? Parce qu'un employeur qui serait financièrement responsable de payer des prestations jusqu'à l'âge de 65 ans pour son employé, ça coûterait cher. Et puis en même temps, il y a eu des faillites spectaculaires qui ont eu lieu récemment qui font en sorte que, selon la juridiction provinciale ou fédérale, c'est interdit d'être en auto-assurance pour l'invalidité de longue durée, simplement parce qu'il y a eu des faillites et les gens n'ont pas été payés. Même si on est en auto-assurance et l'assurance est présentée comme deux modèles différents, c'est toujours possible pour les gens qui sont en assurance collective
d'avoir une certaine forme d'auto-assurance dans leur régime. Et ça, on va penser à certains comptes de dépenses. Donc, il y a deux grands types de comptes de dépenses qui existent. Le compte de dépenses santé et le compte de dépenses personnelles. Donc, c'est quoi la différence entre un compte de dépenses santé et un compte de dépenses personnelles? Donc, le CDS, c'est le compte de dépenses santé et le CDP, c'est le compte de dépenses personnelles. Donc, CDS, c'est tout ce qui est soins de santé qui donne lieu à des crédits pour soins médicaux. Puis les comptes de dépenses personnelles, bien, tout ce qui pourrait être style de vie, yoga, gym, etc. Donc, c'est possible d'offrir ces garanties-là. Essentiellement, l'employeur met un montant budget, mettons 500 par année civile, et après ça, les employés, s'ils l'utilisent, et l'employeur paye tout simplement la note à la fin de l'année. Donc, c'est vraiment une forme d'auto-assurance qui existe, qui commence à être de plus en plus populaire auprès des gens qui ont l'assurance collective standard. Alors maintenant qu'on a regardé les risques, on va regarder le deuxième volet qui est l'axe des actions. Et dans le cas des actions, euh, bien entendu, on parle d'action, on parle, bon, qu'est-ce qu'on va faire quand quelqu'un a une réclamation, mais également qu'est-ce qu'on va faire quand on va avoir un renouvellement. Puis je dirais, la plupart des gens sont en mode réaction. Et à l'opposé du mode réaction, donc on réagit, on a une réclamation, on paye, on a un renouvellement, on deal avec. C'est quoi l'opposé de la réaction? Bien, c'est la proaction ou c'est la prévention. Je dirais que c'est les deux grands courants en assurance collective, l'approche réactive et l'approche préventive. Alors, ce qu'on va regarder maintenant, on va regarder c'est quoi l'approche réactive. On a un régime d'assurance collective, on a un renouvellement, on a des réclamations, et puis ça coûte un certain montant pour les réclamations. Ensuite, on regarde les primes. Ça nous a coûté, mettons, 3 de réclamation, puis on a payé 2 de primes. On va faire le ratio entre les réclamations et les primes, calculer ce qu'on appelle le fameux ratio de perte, pour se rendre compte que finalement, on devrait augmenter mes primes si on veut être capable de payer toutes mes réclamations pour les 12 prochains mois. Donc, c'est sûr que quand je regarde ça ici, j'ai 3 de réclamation pour 2 de prime. C'est sûr qu'on doit m'augmenter. Mais là, la question, on m'augmente de combien? Alors, c'est sûr que si j'augmente les primes à 3 j'en aurai pas nécessairement assez pour payer le staff, pour payer la réclamation au nom des assurés. Donc, c'est sûr qu'il y a un montant en plus de la réclamation qui doit être payé pour pouvoir payer cette réclamation-là. Donc, ça, les primes, c'est égal à quoi? C'est égal aux réclamations. Donc, le montant des réclamations plus les frais pour payer ces réclamations-là. Donc, dans ce cas-ci, ici, j'ai une augmentation de presque 150 à mon renouvellement parce que j'ai utilisé mon régime et l'employeur, lui, n'a pas rien fait autre que signer son contrat. 12 mois plus tard, ben, il y a son renouvellement et là, il y a une augmentation. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut couper dans le régime, soit qu'il coupe dans ce qu'on a réclamé, donc c'est pas winner pour la rétention des employés, ou soit qu'il coupe dans ce qu'on n'a pas réclamé. Dans ce cas-là, on baisse les primes pareil, mais les réclamations restent au même niveau, donc on va juste pelleter par en avant. Donc on est tout le temps en mode réactif, on est tout le temps en mode panique et on est tout le temps en train d'essayer de contrôler le coût des médicaments, mais seulement une fois au niveau du renouvellement. Alors l'aspect prévention est très important parce que l'idée derrière la prévention, c'est qu'une personne qui est en santé n'est pas malade, une personne qui n'est pas malade ne réclame pas. Alors la santé mieux-être, c'est ça qui est important ici, ça qui nous intéresse, parce que si on a des gens qui sont en santé, bien, c'est des gens qui ne feront pas des réclamations onéreuses dans le futur. Mais là où les employeurs ont de la difficulté à comprendre, c'est comment la santé mieux-être peut fonctionner. Alors, ce qui est important de vérifier, de leur expliquer, c'est qu'une personne qui est malade, dans 60% du cas, c'était des choses qui étaient contrôlables. Il y avait des aspects qui étaient contrôlables, qui auraient pu éviter. Donc, 40%, c'était le comportement. Il y avait un 15% qui est l'aspect socio-économique et un 5% des facteurs de risque qui est dû à l'environnement. Donc, on voit ici là, que l'employeur s'occupe déjà de l'environnement dans la santé et sécurité du travail. Socio-économique, c'est une raison de plus de s'intéresser à la santé financière de vos employés. Donc, vous voyez qu'on peut quand même agir au niveau des maladies, de prévenir la maladie en travaillant sur ces facteurs-là. L'autre aspect intéressant, c'est qu'on a, dans le cas des cancers, des maladies cardiovasculaires, 80 à 90% de ces maladies-là, on peut les éviter en travaillant sur 7 à 9 facteurs de risque qui sont modifiables. Et en plus de ça, ces facteurs de risque-là modifiables ont
On va les retrouver aussi dans d'autres maladies, comme par exemple l'obésité est à la source de plusieurs maladies, dont le diabète de type 2 et qui donne lieu à des réclamations chroniques. Donc ça, c'est l'aspect bon, de la santé mieux-être. C'est comme ça que la santé mieux-être va venir jouer en aidant les gens à modifier leurs habitudes de vie pour avoir une meilleure santé mieux-être et éventuellement être en santé plus longtemps et éviter des maladies dans le futur. On travaille aujourd'hui pour éviter les réclamations de demain avec les gens qui sont en santé. OK, là, on est au volet prévention. Donc, on parle des programmes de santé mieux-être en milieu de travail ou les SMET. OK? Il y a 3 normes qui existent au Québec qui sont disponibles. Vous pouvez les télécharger. Ça, c'est les normes. La norme entreprise en santé, qui est la mieux connue. Santé, sécurité psychologique, qui est un système de gestion, pas nécessairement une norme, mais qui permet de protéger la santé mentale. Puis la conciliation travail-famille. Et ces 3 normes-là, on peut s'inspirer de ces normes-là sans nécessairement vouloir aller se faire certifier pour mettre en place un programme de santé mieux-être en entreprise. Puis l'idée encore derrière ça, on fait la santé mieux-être à l'entreprise. Ça va donner quoi? On va essayer de baisser les réclamations dans le futur. Les frais vont baisser parce que c'est en pourcentage des réclamations et les primes, en théorie, vont baisser parce que on va avoir fait baisser les frais et les réclamations. Mais ça, c'est une réclamation qui est à long terme. OK? Ça, c'est l'important d'ici, c'est l'aspect long terme. On travaille aujourd'hui pour éliminer des réclamations qui vont avoir lieu dans 5-10 ans. Mais au court terme, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin de travailler avec les gens les réclamations qui se passent actuellement. Et pour ça, bien, ça nous prend des mesures, ça nous prend un plan d'action. Alors, le mot ici que j'utilise, le mot mesure, je lui donne 2 sens. Alors ça, c'est important de parler de ça, des mesures. On mesure quoi? On mesure, bien entendu, l'expérience du régime. C'est important, surtout si vous voulez faire la migration vers l'assurance collective vers l'auto-assurance, c'est important d'avoir un bon 4-5 ans de mesure de vos expériences pour vérifier si ça vaut la peine de le faire. Mais également aussi mesurer l'expérience aux 6 mois, si vous êtes un groupe d'assez grande taille puis votre crédibilité est grande, ça vaut la peine de regarder votre expérience aux 6 mois en prévision de votre prochain renouvellement pour ne pas avoir de méchantes surprises. Et tout ça, tout ce que je dis aujourd'hui, bon, mesure, on peut aussi appliquer le mot mesure en termes de plan de match, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire en cas d'augmentation au renouvellement? Qu'est-ce qu'on va faire en cas de diminution au renouvellement? Donc, planifier à l'avance en fonction de scénarios probables l'action que l'entreprise va prendre. Donc, plutôt que de réagir, on a déjà planifié, peu importe ce qui arrive, on a une solution et on n'est plus en mode réactif, on est en mode proactif, okay? Même au niveau de la réaction. Au niveau des réclamations aussi, c'est important d'avoir des mécanismes comme la substitution générique obligatoire. Ça, c'est connu, c'est bien ancré et ça fait baisser le coût des réclamations parce qu'on prend ça. Mais la substitution thérapeutique est moins connue. Ça, c'est l'option de choisir une thérapie qui pourrait régler le problème de la maladie sans nécessairement passer par les médicaments ou un médicament qui ferait la même chose. La thérapie par étapes, ça, c'est une autre option. C'est-à-dire qu'on va commencer avec la thérapie la moins coûteuse avant d'aller la plus coûteuse et peut-être la moins efficace. Donc, ça, c'est la thérapie par étapes. Il y a différents moyens aussi. Il y a des médicaments, des fois, on peut les prendre, on fait des essais et des erreurs et ça ne marche pas. Et on ne sait pas trop pourquoi. Et souvent, c'est en fonction de la génomique de la personne. Donc, la pharmacogénomique va vous permettre de déterminer pour un individu quel médicament prendre plutôt que de faire des essais et erreurs. Donc, si on essaie 3-4 médicaments puis que finalement on les jette aux poubelles, on en garde juste un, bien, on a des pertes. Les mesures contre les fraudes et les abus, ça aussi, c'est important d'avoir ça dans son régime. L'entreprise doit avoir une politique aussi. L'idée, c'est de limiter les pertes. Puis l'accès au psychiatre aussi, c'est important. Par exemple, l'invalidité de longue durée, première cause de départ, bien, c'est la santé mentale. Donc, si on a accès à un psychiatre rapidement, on est capable de ramener ces gens-là plus rapidement au travail parce que avoir le bon professionnel au bon moment, bien, c'est ça qui a un effet de levier dans les cas d'invalidité. Alors ça, c'est vraiment les types d'actions qu'on peut prendre en considération. Là, c'est juste un survol assez rapide. La plupart des gens, la plupart des employeurs sont en mode assurance-réaction. Donc, on a de l'assurance collective, on réagit
Et idéalement, ce qu'on voudrait faire, ce serait éviter de toujours être à sous les 12 mois en panique, surprise, ne pas voir les choses venir, ne pas avoir planifié le coup. On voudrait aller vers la proaction ou la prévention, donc avoir un certain contrôle sur l'évolution des coûts de notre assurance collective. Je dirais que les gens qui sont en auto-assurance sont généralement plus axés vers la prévention parce que quand on paye les réclamations pour ses employés, ben on est plus sensible à leur santé vu que c'est nous qui payons la facture. Alors tout ça pour dire qu'il y a deux axes, les risques et les actions qu'on doit prendre en considération. Chacun, on a l'assurance auto-assurance, la réaction et la proaction, on a parlé de tout ça, mais une chose dont je voudrais mentionner, c'est qu'il ne faut pas négliger l'expérience employée de vos régimes, donc le UX de votre régime d'avantages sociaux, parce que c'est quand même important d'inclure vos employés dans toutes ces mesures-là pour qu'ils se sentent bien et qu'ils valorisent quand même votre régime. Alors, c'est ça. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui sur le contrôle des coûts de votre régime d'avantages sociaux. Comme je l'ai mentionné, n'oubliez pas l'expérience employée dans tout ça. C'est facile de se perdre dans toute la stratégie. Il ne faut pas oublier qu'au départ, on fait ça pour les employés, donc l'aspect humain de vos régimes. Je vais faire des vidéos qui vont parler de cet aspect-là plus tard. Et si vous avez des questions, des commentaires, laissez-les en dessous. Et sinon, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée.